Alors j'ai le plaisir de vous retrouver, Sébastien Albertelli. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste de la France libre et de la résistance, auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages, dont Elles ont suivi de Gaulle, Histoire du corps des volontaires françaises, publié en 2020 aux éditions Perrin. Nous avons eu la chance de parler de ce corps avec vous et aussi de sa chef, Hélène Terré. Et donc j'invite nos spectateurs à découvrir ou redécouvrir ces entretiens que nous avons eus. Et puis à présent, je vous propose d'aller aborder la trajectoire d'une autre Française libre dans la guerre, Tereska Schwartz. Alors, Tereska Schwartz s'engage dans le corps féminin très tôt, dès novembre 1940, après un parcours qu'on pourrait qualifier de chaotique. Elle arrive en Angleterre via le Portugal, ce qui est le cas d'un certain nombre de Français et de Françaises libres. Et elle souhaite faire quelque chose pour son pays. C'est alors une toute jeune femme, elle n'a que 19 ans. Et avant d'arriver en Angleterre, elle a été élevée par des religieuses. Et elle se retrouve veuve et mère en 1945, après avoir approché les mœurs de l'armée française. Qu'est-ce que le corps des volontaires françaises a changé dans sa vie ? Est-ce que cette unité constitue un bouleversement dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale ? Alors évidemment, pour Tereska Schwartz, le corps des volontaires françaises, c'est une révolution. On a une très jeune fille, à peine 20 ans lorsqu'elle s'engage, une jeune fille qui s'est rêvée à un moment religieuse elle-même, qui a été élevée, vous l'avez dit, par les religieuses, mais qui s'est rêvée elle-même religieuse, qui connaît absolument rien à la vie, qui a été élevée par deux parents extrêmement aimants, mais largement coupée du monde, une famille juive convertie au catholicisme mystique, son père est artiste, et donc vraiment elle arrive dans un monde qu'elle ne soupçonne pas. Et donc pour elle, comme pour beaucoup de volontaires en fait, qui sont très jeunes, l'expérience militaire, l'expérience du corps des volontaires françaises, c'est en fait un apprentissage de la vie. Et donc, sous toutes ces facettes, l'apprentissage des relations avec les autres, l'apprentissage de ce à quoi pensent des jeunes filles de 20 ans, c'est la découverte des hommes, c'est la découverte de l'amour, c'est la découverte, enfin vraiment de tous les aspects de la vie, alors qu'on connaît particulièrement bien, puisque on a cette chance extraordinaire qu'elle se rêvait aussi autrice, romancière, et qu'elle tient un journal, pas de façon quotidienne, mais enfin de façon très régulière, qui fait qu'on a vraiment l'évolution de sa pensée, de ses sentiments, pratiquement du jour au lendemain sur l'ensemble de la guerre. Et donc on peut retracer les sautes d'humeur, le désespoir, les espoirs. Voilà, donc pour elle, incontestablement, l'entrée dans le corps des volontaires françaises, ça l'a fait sortir de son milieu et ça l'a fait grandir à très grande vitesse. Et que fait-elle au sein du corps des volontaires françaises? Quelles sont les missions qui lui sont confiées? Alors, elle fait partie de ces jeunes femmes qui ne savent rien faire. Elle ne sait rien faire. Elle a envie de faire quelque chose. Elle n'a aucune compétence professionnelle particulière. Et donc, elle va travailler dans différents services administratifs. En réalité, elle va travailler au sein du BCRA. Et quand elle rentre au BCRA, c'est-à-dire les services secrets de la France libre, là, elle a enfin le sentiment de faire quelque chose d'utile parce qu'elle travaille dans un service qui assure la liaison avec la résistance française. Donc pour elle, elle raconte même ses rêves. Elle se rêve parachutée en France. Voilà. Bon, elle a des fonctions tout à fait administratives qui ne la remplissent pas de joie tous les jours. Et puis, à partir de fin 1943, elle va devenir officier. Elle va passer un concours pour devenir officier. Et elle va s'engager dans ce qu'on appelle la mission militaire de liaison administrative, qui recrute des volontaires, notamment féminines, mais pas uniquement, plus homogènes que ceux du corps des volontaires françaises, parce que pour rentrer dans ce qu'on appelle donc la MMLA, il faut un bagage intellectuel, il faut un bagage, des capacités d'interaction sociale, etc., qui sont plus importantes. L'objectif de cette unité, c'est d'assurer la liaison avec la population française après le débarquement. Donc, elle se projette dans cette mission. Finalement, elle ne partira pas en mission puisque, effectivement, elle tombe enceinte et que la grossesse n'est pas tellement compatible avec un départ en mission en France. Et donc, voilà, finalement elle ne partira pas.
Alors Hélène Terré, qui dirige le corps des volontaires françaises, témoigne de la force de l'engagement et du risque pris par ces Françaises libres. Elle le fait notamment dans la revue de la France libre en octobre 1970, dans lequel elle déclare, je la cite, « Dans cette cavalcade d'héroïsme, de courage, d'endurance qu'a représenté la résistance intérieure et extérieure, les volontaires féminines ont joyeusement revendiqué leur part de risque et la mort ne les a pas épargnées. » Alors en lisant ces quelques lignes, plusieurs questions me sont venues. Comment tenir quand on est loin des siens et que l'on est une toute jeune femme, comme c'est le cas de Tereska, mais comme c'est le cas de la plupart des volontaires féminines? Alors, malheureusement, toutes ne tiennent pas. Hein. On a parmi les volontaires françaises, par exemple, des cas de suicide, donc toutes ne tiennent pas. C'est compliqué. Alors ça tient pour beaucoup à la personnalité, ça tient pour beaucoup à l'environnement. Tereska, elle a cette chance d'être aimée, d'avoir un environnement aimant. Elle a sa mère qui est à Londres, son père est engagé dans l'armée polonaise, elle a des amis autour d'elle qui vont l'entourer, elle va rencontrer son futur mari, donc elle va découvrir l'amour. Tout ça contribue quand même à faire tenir. Mais quand on lit son journal, on se rend compte qu'effectivement, c'est loin d'être facile et que son humeur évolue au rythme de la guerre, en réalité, au rythme. Et donc, quand la situation paraît vraiment désespérée, elle ne sombre pas dans le désespoir. Mais enfin, voilà, le moral n'est pas haut. Et donc, voilà, c'est très variable. Encore une fois, elle a cette chance d'avoir des amis, d'avoir une famille qui l'entoure. Pour un certain nombre de volontaires, ça n'est pas le cas. Généralement, celles-ci, pour tenir, elles essayent de varier. Elles essayent de partir en Afrique du Nord à un moment, c'est-à-dire pour partir sur autre chose. Elles demandent à partir au front. Par exemple, certaines vont partir pour faire la campagne d'Italie. Certaines vont partir aux États-Unis. Enfin voilà, essayer de changer le momentum, de faire quelque chose. Et finalement, Tereska, elle va se fixer cet objectif, mais finalement, plein de choses vont se passer qui font qu'elle va rester à Londres et que très souvent, elle s'ennuie, elle s'en plaint amèrement dans son journal. Donc, vous nous indiquiez il y a un instant que certaines partaient pour pouvoir renouveler un petit peu leur expérience. Quels sont donc les postes qui sont le plus exposés? Quel est le taux de mortalité au sein du corps des volontaires féminines? Le taux de mortalité, il est très faible. Peu d'entre elles sont décédées. Une des premières fondatrices, Maria Aquin, est décédée dans le torpillage de son navire en 1941. La première caserne des Françaises libres a été bombardée en avril 1941 et Maud Malaroche a été tué sur le coup. On en a une ou deux autres qui sont décédées. Bon, le taux de mortalité, heureusement pour elle, est faible. Ceci dit, pendant la campagne de Normandie, les femmes qui sont engagées sont pas loin du front et certaines d'entre elles, plusieurs d'entre elles, sont très gravement blessées. Donc elles veulent, certaines d'entre elles en tout cas, veulent accéder au plus près possible du front et en payent le prix. Mais bon, évidemment, c'est pas une unité quand même, vu que c'est pas une unité combattante, assez logiquement, c'est pas là que les taux de mortalité sont les plus. Ceci dit, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que quand même, c'est une unité londonienne et que du point de vue de la propagande de Vichy, quand on est à Londres, on est un petit peu planqué. En réalité, Londres, c'est le Blitz, Londres, c'est les bombardements, et donc Londres, comme disait André Labarthe, c'est le front. Enfin, et d'ailleurs, les Britanniques sont très reconnaissants à ces Françaises et à ces Français, finalement, de partager les mêmes risques qu'eux sous les bombes. Alors Tereska fait part de ses questionnements identitaires dans son journal intime dont vous nous parlez, journal intime qu'elle fait publier bien des années plus tard, en 1981, sous le titre « Les années anglaises », journal intime de guerre. Et elle écrit ces quelques lignes que je vais vous lire le 25 janvier 1940, elle a alors que 19 ans. Elle s'interroge sur son identité. Devinette, que suis-je? Je suis légalement française, mais les Français me considèrent comme polonaise, puisque mes parents sont polonais. Les Polonais, eux, trouvent que je suis française, puisque je suis née et élevée en France. Je suis juive, mais les Juifs ne veulent pas de moi, puisque je suis aussi catholique. Je suis peut-être catholique polonaise. Non, les catholiques polonais me considèrent comme juive et française. Mon avis? Je ne suis pas vraiment française. Je ne suis pas polonaise, puisque je ne suis pas née en Pologne et que je n'y ai pas été élevée. Je suis juive, mais répudiée par mon peuple, sans pays puisque la Palestine est anglaise. En somme, je suis juive de religion catholique. Ce qui, paraît-il, n'existe pas. Pourtant, j'existe. Alors, pourriez-vous revenir sur l'identité multiple de Tereska Schwarz et que nous apprend-elle sur la diversité du corps des volontaires françaises? Alors,
Tereska, c'est une jeune femme qui est extrêmement intéressante et qu'on peut suivre, encore une fois, parce qu'on a un journal intime. Il n'est pas certain qu'elle soit représentative d'un groupe de plusieurs centaines de femmes. C'est une jeune femme, effectivement, à l'identité pas forcément torturée, mais un peu tourmentée, effectivement, qui se pose des questions. Elle vient d'une famille qui a émigré de Pologne en France. Elle vient d'une famille surtout, ce qui a compliqué la donne, effectivement, son père et sa mère se sont convertis au catholicisme et ça a suscité une rupture en fait avec la famille paternelle en particulier. Ses grands-pères maternels les ont finalement rejoints à Paris. Mais donc il y a une vraie rupture, il y a un vrai problème en fait au cœur de sa famille. Elle est extrêmement jeune, elle est un peu, comme ses parents, un peu mystique, je l'ai dit, elle s'envisageait même comme religieuse. Et donc, voilà, elle est très très jeune et elle se pose beaucoup de questions. Et donc, finalement, la guerre va lui permettre de délaguer un peu tout ça et de simplifier. Voilà. Là où son cas est quand même très intéressant, c'est que le paradoxe, c'est que l'unité dans laquelle elle s'engage, qui s'est d'abord appelée le corps féminin, puis le corps des volontaires françaises, au moment où il prend ce nom de corps des volontaires françaises, il s'ouvre aux étrangères. Précisément parce qu'en réalité, des Françaises, il n'y en a pas assez qui sont volontaires pour rentrer dans cette unité. Et donc en fait, le corps des volontaires françaises est, pas majoritairement, mais enfin très largement peuplé de jeunes filles qui elles-mêmes ont ces questions en termes d'identité. Ce sont très souvent des Britanniques, mais des Britanniques dont la mère est française, mais s'est mariée à un Britannique, ou qui sont nées en Angleterre, et donc, enfin, des jeunes femmes qui ont, peut-être pas à la même échelle exactement au même niveau que Tereska, mais qui ont ce questionnement sur qui elles sont exactement, à quelle culture elles appartiennent, à quel pays, où va leur fidélité, voilà. Donc c'est de ce point de vue-là, de façon assez paradoxale, elle est typique de l'unité. Mais encore une fois, elle a une personnalité qui lui est propre, qui est d'ailleurs extrêmement attachante, mais qui est un peu tourmentée. Voilà. Alors, dans cette tourmente, Tereska rencontre l'amour, elle rencontre Georges Torres, qu'elle épouse en mai 1944 et dont elle a une fille qu'elle prénomme Dominique. Parallèlement, elle continue de servir au sein du corps des volontaires françaises. Pourtant, on a coutume de dire ou d'entendre que pour s'engager ou bien continuer sa mobilisation, il faut être célibataire ou veuve ou divorcée ou sans enfant. Est-ce vrai ou alors? Pas du tout. Alors effectivement, c'est peut-être en ça un des aspects les plus novateurs de cette unité. C'est que mes recherches montrent que, bien sûr, un certain nombre de femmes, sur l'instance de leur époux, quand elles se marient, quittent l'unité, mais au demeurant, ce n'est pas de droit. Et donc, il y a quelques cas où en fait les maris font pression de façon plus ou moins cavalière sur la hiérarchie, en clair en menaçant d'un scandale, pour obtenir que leur épouse quitte l'unité. Mais en pratique, et on a une soixantaine de femmes parmi les volontaires françaises qui se marient pendant la guerre, et l'écrasante majorité reste volontaire française pendant la durée de la guerre. De la même façon, la naissance d'un enfant peut donner le droit, effectivement, certaines femmes obtiennent à la naissance d'un enfant de se consacrer à cet enfant et se retirer, mais les cas les plus nombreux, en fait, elles ont une absence et puis elles reviennent dans leur unité après leur maternité. Bon, merci de lutter contre une idée reçue. Et puis, comme tout a commencé au micro de la BBC, un certain 18 juin 1940, j'aimerais qu'on termine par aborder ce moyen de communication. Comme Hélène Terré, Tereska Schwartz est intervenue au micro de la BBC. Elle le fait le 11 octobre 1941 à destination des femmes de France. Elle en parle d'ailleurs dans son journal intime. On aimerait en savoir davantage sur ces émissions radiophoniques. Alors, Hélène Terré comme Tereska Schwartz le font à plusieurs reprises, effectivement. Alors, l'idée de ces émissions françaises de la BBC, c'est s'adresser aux Français et de trouver des gens qui vont parler à un groupe particulier. Alors, Tereska, elle va parler aux femmes, Hélène Terré va parler aussi aux femmes, Tereska, elle va parler également au groupe d'origine polonaise, enfin voilà. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'assurer une proximité avec la population de France. Les volontaires françaises, comme Tereska, et elle l'écrit à de nombreuses reprises, comme les hommes, vivent avec une angoisse. C'est que finalement une forme d'incompréhension se glisse entre eux qui sont à Londres, qui font la guerre depuis Londres,
et celles et ceux qui sont restés en France. Voilà. Les expériences, ils ont l'intuition, et elle a l'intuition, que les expériences vécues pendant la guerre, pendant ces longues années, sont tellement différentes qu'il risque d'être difficile de se retrouver sur une ligne commune après la guerre. D'où ces émissions qui essayent d'établir le lien, de maintenir le lien, de leur dire globalement, on sait ce que vous vivez en France, on partage vos douleurs et finalement on n'est que l'avant-garde qui vous représentant dans une forme de combat, mais vous en France, vous avez votre partition à jouer. Voilà, c'est un peu le but de ces émissions à la BBC. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous.